Librairie à Stendhal. Les textes apportent au lecteur une sorte d'euphorie, de confort, renforcent son moi. Les rencontres de la Librairie française de Rome. La connaissance par la lecture, c'est vraiment un instrument de liberté extraordinaire parce que c'est le premier pouvoir pour comprendre. Retrouvez le programme sur notre page Facebook et en suivant Eventis Stendhal sur Instagram. Le plaisir est tout à fait compatible avec la culture. Il y a un plaisir de la culture, incontestablement. On est très content de recevoir Roland Gori à la librairie. On l'attendait depuis un petit moment et il est arrivé, donc on est très heureux. Alors, ceux qui suivent la programmation de la librairie s'y retrouveront parce que sa production de livres tourne autour de ce qu'on fait en général, ce qu'on aime penser, parler ensemble et ce qu'on aime programmer, donc ça tombe bien. Alors, il y a pas mal de typologie de présentation à faire. On est nombreux à prendre la parole. On va essayer d'être concis pour lui laisser la parole. Alors moi, j'ai en charge de parler un peu des livres. Alors, il y a beaucoup de livres. Je ne sais pas combien tu en as publié. Je n'ai pas compté, mais il y en a une vingtaine. Il y a tout un pan de la production autour de la psychanalyse, mais on reviendra après sur les vies professionnelles de Roland Gori. Les dernières productions de livres, les derniers essais, tournent autour du travail sur la perte de substances politiques. Alors je vais dans les grandes largeurs, mais on va revenir dessus. Alors peut-être avant de rentrer dans le détail au moins de la trilogie, et puis on va surtout s'attarder sur les deux derniers. Alors, comme pour vous donner une idée des titres, alors il y a le Manifeste des œuvriers, La dignité de penser, Logique des passions, et puis on s'approche de cette fameuse trilogie qui sera plus sur l'effondrement des valeurs libérales, La fabrique des imposteurs, sur comment notre société de normes, civilisation du faux semblant, fabrique de l'imposture et du conformisme. Faut-il renoncer à la liberté pour être heureux ? Sur le risque de la pensée utilitaire qui, non consciente, peut être l'expression d'une servitude volontaire. Et on approche petit à petit sur l'analyse du moment néolibéral, avec le plus ancien de la trilogie du livre, donc l'individu ingouvernable, pour comprendre pourquoi, depuis plus d'un siècle, le monde occidental est fondé sur la valeur du libéral, compétition et individualisme, et comment ces valeurs-là nous font aller de crise en crise. Consommation, spectacle, misère économique, misère symbolique. Et on arrive sur les deux derniers livres de cette trilogie. Un monde sans esprit, qui est le dernier traduit en Italie, chez Poiesis, Un mondo senza anima, et le dernier en date paru en France, La nudité du pouvoir, sur comprendre le moment Macron. Alors, avant de rentrer dans les détails des deux livres, peut-être on va te laisser la parole pour que tu fasses une introduction, de savoir qui écrit et qui nous parle. Bonsoir, merci de l'assistance et merci Marie-Ève d'avoir permis cette rencontre avec Roland Gori que je connais depuis quelques années maintenant, et donc j'ai la lourde tâche de le présenter rapidement pour laisser le temps de la discussion et de la présentation. Donc sur Roland Gori, professeur de psychopathologie émérite de l'université d'Aix-Marseille, il est psychanalyste à Espace Analytique, une association analytique. Il est fondateur d'une revue scientifique de recherche en psychopathologie qui s'appelle Clinique Méditerranéenne, qui est née en 1984 avec Yves Poinceau. Et pour aller aussi rapidement, il est important de rappeler qu'en 2008, il est l'initiateur de l'appel des appels avec Stéphane Chédry et après avec Barbara Cassin c'était donc un appel qui était un appel dans lequel les professionnels de la santé, de la justice et de l'enseignement et de la culture se reconnaissaient par rapport à une lutte, si je puis dire, une opposition en tout cas
vis-à- les des logiques comptables et marchandes qui sont véritablement maintenant, depuis quelques années, les organisateurs des métiers de l'humain. Et dernièrement, en 2019, donc en janvier 2019, avec Marie-Josée Delvolgo, qui est actuellement rédactrice en chef de la revue Clinique Méditerranéenne, ils ont lancé une pétition pour remettre l'humain au cœur de la société. Et si vous tapez sur le net Stop au gâchis humain, vous trouverez cette pétition qui donne le point actuel, je dirais, des propositions que peut faire Roland Gori, et dont ses livres témoignent et dont il va pouvoir nous témoigner de vive voix. Bien, alors on va entrer dans le vif du sujet. Roland, j'ai commencé à lire ton livre « La nudité du pouvoir, comprendre le moment Macron » dimanche, en me disant « Oh là 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 !» Et je me demandais un peu comment tu allais t'y prendre pour parler de Macron dans un contexte extrêmement polémique, de tensions sociales, politiques de tout genre. Je veux dire, ça va mal. Et du coup, j'ai trouvé le titre accrocheur et je me suis dit, quel va être le contenu ? Je dois bien dire que j'ai lu le livre avec beaucoup d'intérêt du début jusqu'à la fin, et que j'ai trouvé aussi que c'était un livre qui trouvait sa place ici dans tous nos ateliers, nos efforts, parce que dans le fond, la façon que tu as de parler, de saisir le moment Macron, comprendre le moment Macron, c'est pas de parler de l'homme politique Macron, hein. Tu ne veux pas faire la réplique d'un débat politique où tout à coup on serait pour ou contre, hein. Et je trouve que là, c'est une position d'intellectuel qui est vraiment au service des concepts. Et ta méthodologie, c'est d'interroger la crise du langage. Et j'ai trouvé ton travail extrêmement raffiné. Pourquoi ? Parce que dans le fond, quand on essaie de comprendre l'actualité, c'est toujours extrêmement difficile de se situer dans la terminologie politique et épistémologique. Il y a plein de mots comme ça qui parfois sont tellement redondants que il faut déjà il faut avoir son dictionnaire à côté pour suivre. Et ce que j'ai beaucoup apprécié de ton livre, c'est que tu pars d'exemples concrets. Je vais en citer 3, et qui donnent vraiment de l'ampleur à ton discours. Alors, les trois thématiques, on va dire ça comme ça, c'est le fameux conte de Andersen, Le roi est nu, hein, sur la nudité du pouvoir. Hein, je trouve qu'à partir de quelque chose d'infantile, tu fais devenir vraiment... tu fais mûrir la pensée. L'autre chose que j'ai beaucoup appréciée, c'est la démarche inverse, c'est que tu as réussi à bien expliquer, à concrétiser ce que Ernst Kantorowicz écrit dans Les deux corps du roi. L'ouvrage de Kantorowicz est fondamental, mais c'est vraiment extrêmement... c'est du sérieux, c'est du costaud. Kantorowicz, on ne lit pas, on l'étudie. Hein, et il faut lire à plusieurs reprises pour comprendre la teneur. Et en fait, à partir, et c'est là le troisième exemple, à partir d'un tic de langage de Emmanuel Macron, en même temps, hein, c'est vrai que c'est un tic que tu as épinglé à propos. À propos de ce tic-là, voilà, en même temps, tu donnes la dimension, tu reprends la dimension que l'on lit dans Ernst Kantorowicz, Les deux corps du roi. Voilà. Alors du coup, quand même, je te remercie parce que moi, j'ai saisi plein de choses qui n'étaient pas du côté de la polémique pour ou contre Macron. Je trouve que tu donnes une lecture, je trouve que Macron devient la métaphore. Hein, la métaphore d'une situation qu'on appelle le néolibéralisme. Et je te remercie de l'avoir fait en tant que psychanalyste,
parce que ça permet aussi de donner du corps à ta propre parole. C'est la question de la position subjective. Voilà, quand un psychanalyste part, un fin connaisseur de l'âme humaine, je trouve que ça donne autre chose qu'un traité politique, journalistique, même d'excellent niveau, mais c'est autre chose. Voilà, je te remercie, je te passe la parole. Merci. Bien. Eh bien, merci. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Et merci d'être là pour ce débat et pour cet échange. Et un grand merci à Marie-Ève Venturini et à la librairie Stendhal d'avoir lancé cette invitation qui me permet en même temps de retrouver mes amis Christine Dalbon et Gilles Michel, et puis d'autres, notamment le professeur Giovanni Guerre, qui connaît bien la revue clinique méditerranéenne, puisque nous avons travaillé avec lui longtemps, et puis bien d'autres, le docteur Anna Guerre, Pio, enfin bon, d'autres, je ne vais pas tous, bien sûr, vous saluer, puisque je l'ai fait en arrivant. Alors, moi, je pense qu'on peut partir effectivement de cette question que j'essaie de traiter dans l'individu ingouvernable, qui n'est pas traduit en italien. La question suivante, c'est, si vous voulez, à la fin, pour aller vite, c'est assez banal, mais à la fin du XVIIIe siècle, il y a la fin, on va dire, d'une référence à une autorité sacrée qui vient justifier le gouvernement des peuples. Et il y a un discours d'émancipation. C'est banal, mais vous le savez, c'est le discours des Lumières. C'est 1784, par exemple. Qu'est-ce que les Lumières? C'est sors de l'état de minorité dans lequel tu te complais toi-même, sois autonome, ne te fie qu'à ta raison critique et à ta loi morale. C'est un discours absolument formidable, puisque il est un discours qui va faire référence à ce qu'on appelle le printemps des peuples, 1848, où un certain nombre de peuples européens se lèvent contre les occupants ou les autorités ou les monarchies. Et puis, je pars de l'individu ingouvernable pour arriver aux deux autres, et puis, à la fin du XIXe siècle, ce discours qui est un discours de liberté, qui est un discours d'émancipation, qui est un discours qui appelle à sortir de l'état de minorité, donc à devenir citoyen, pour le dire autrement. On aurait pu prendre Rousseau avec, bien sûr, le contrat social. Ce discours vient se heurter à une réalité sociale, à savoir que ces valeurs d'émancipation ne concernent qu'une toute petite partie de la population. C'est-à-dire que la réalité sociale, c'est que la deuxième révolution industrielle, elle implique un assujettissement des individus qui se voient transformés, on va dire, en prolongement de la machine, qui finalement perdent, ils n'ont même pas acquis une autonomie. C'est quand même ridicule de demander à des gamins qui descendent au fond de la mine de 6 ans, 8 ans, de se fier à leur raison critique et à leur loi morale, avec le ciel étoilé au-dessus d'eux, et on le voit de loin, et la loi morale à l'intérieur d'eux. Donc, en gros, pour aller vite, ce discours d'émancipation, ce discours de liberté, est hypocrite. Il ne concerne qu'une toute petite partie de la population, c'est-à-dire, pour aller très vite, la bourgeoisie. Et dans toute l'Europe, d'une certaine manière, je pense au travail remarquable de Schork sur Vienne fin de siècle, qui explique aussi bien l'émergence de la psychanalyse que, par exemple, le changement dans le style de l'art avec le groupe de la sécession, comme Klein, par exemple, Schill et d'autres. Souvenez-vous également des paroles fortes. À chaque époque sonore, c'est la devise du groupe de la sécession. À chaque époque sonore, à chaque art, sa liberté. Bon. Quelque chose est donc en train de se produire, je fais vite, je fais simple, qui va aussi bien donner le meilleur avec la psychanalyse, la sociologie, Durkheim, la psychologie sociale, Gabriel Tarde, enfin plein d'autres, on ne va pas tous les passer en revue, ou le pire, c'est-à-dire l'émergence, par exemple, de l'antisémitisme, l'émergence des nationalismes, pour résoudre une contradiction interne au libéralisme. C'est que dès que le libéralisme se trouve confronté à des exigences qui sont celles du capitalisme, pour aller très vite, c'est du rationalisme économique morbide, comme je l'appelle, à partir de ce moment-là, il y a une crise qui est effectivement une crise du langage, qui est aussi une crise, bien sûr,
éthique, qui est une crise, pour aller vite, ontologique de l'être. Et là, il faut trouver une solution. Et la solution, on va dire qu'on voit bien comment elle est d'abord une libération. Schock le montre très bien. Hein. En gros, les libéraux vont à Vienne, par exemple, n'est-ce pas, libérer les masses, mais contre eux, puisqu'il va y avoir à ce moment-là, justement, une montée de l'antisémitisme qui va faire qu'en 1895, aux élections municipales de Vienne, c'est un tribun antisémite nationaliste, Karl Lueger, qui gagne les élections à Vienne. Et l'empereur refuse même de ratifier cette victoire, mais 2 ans après, il est obligé de céder. Bon. 1895, c'est le moment où, en France, Dreyfus est dégradé. 1895, c'est le moment où Herzl pense à fonder effectivement Israël, c'est-à-dire à la naissance du sionisme. C'est-à-dire qu'en gros, toutes les valeurs libérales, à ce moment-là, qui sont des valeurs philosophiquement formidables en termes d'émancipation, se trouvent en quelque sorte contredites par la réalité sociale des faits, qui ne sont rien d'autre que l'assujettissement des individus pour produire du profit, et donc les aliéner quelque part, les assigner quelque part à des fonctions instrumentales, qui fait que, comme le disait la Vierge Rouge Simone Veil, la Vierge Rouge, Sartre l'appelait la Vierge Rouge, ils avaient été condisciples à Nantes-Sup, n'est-ce pas? Eh bien, tout se passe comme si le lieu de la décision passait de l'être de l'ouvrier artisan vers le mode d'emploi de la machine. Et donc, à partir de ce moment-là, l'homme devient l'instrument de l'instrument. Et comme elle a une formule terrible, elle dit qu'en gros, on se résigne à nourrir les hommes pour qu'ils servent les machines. Donc ça, à la fin du 19e siècle, le problème apparaît crûment, et c'est pas par hasard aussi que c'est à ce moment-là où naissent dans la deuxième moitié du 19e le socialisme, le marxisme, l'anarchisme, etc. Donc, on va dire que 1895, c'est pas inintéressant pour nous. J'avais une conférence au Collège de France sur la naissance de la psychanalyse en essayant justement de relier cette naissance à la crise du libéralisme. C'est pas inintéressant de constater que, en gros, l'idée de l'individu autonome, ça tient pas la route. Ça n'existe pas, un individu autonome. Hein. Ou alors, il faut vraiment être atteint d'autisme pour aller très vite. Hein. D'autisme social très fort. Bon. En gros, il y a une très belle phrase d'Hannah Arendt qui dit « La liberté requiert la présence d'autrui ». On ne peut pas être libre seul. Ça n'existe pas. Et donc, à partir de ce moment-là, le problème n'est pas réglé. Et il va déboucher sur... Je prends les choses de loin, tu m'en voudras pas. Il va déboucher sur quoi? Et ben, ça débouche sur l'affrontement des nationalismes, la Première Guerre mondiale. Le 19e, on le sait, le 19e siècle ne se termine pas... Novecento, je crois. Voilà. Ne se termine pas en 1900, se termine en 1918, à la fin de la Première Guerre. Et le problème n'est pas réglé. Le problème n'est pas réglé et il va être, ce problème, en quelque sorte, recyclé, reconverti, traité de nouveau entre les deux guerres, avec cette fois, non plus la nation comme étant, en quelque sorte, la solution à la contradiction à l'intérieur du libéralisme du sujet libre et aliéné, mais avec, on le sait, les totalitarismes. Et les totalitarismes vont se nourrir de quoi? De quelque chose que nous risquons de connaître de nouveau aujourd'hui. Les totalitarismes vont se nourrir de l'isolement des individus qui vont tendre à être appareillés par des partis totalitaires qui les prennent en charge matériellement en tant qu'individus de masse. Et on va émerger, en quelque sorte, à la place du sujet libre, cher aux Lumières, et ou du moins nation effondrée par la grande boucherie de la Première Guerre mondiale, on voit surgir à ce moment-là, en quelque sorte, n'est-ce pas, la race pure, le peuple. Hein, parce que Hitler, c'est d'abord, comme Mussolini, c'est d'abord quoi? C'est d'abord des partis ouvriers qui viennent combattre quoi? Vous prenez le parti hitlérien, d'abord, c'est un parti ouvrier qui veut combattre le capitalisme financier international et qui finalement, ensuite, récupéré complètement, bien sûr, comme on le sait, et récupérant, bien sûr, le capitalisme international, on va dire c'est la lutte contre le capitalisme international juif. Et donc, entre guillemets, la constitution d'une entité, et c'est effectivement un problème de langage, d'une entité qui est, à ce moment-là, le leader exprime le parti, qui exprime la voix du peuple,
lequel peuple se définit par son fondement biologique. Ce qui va faire dire aux nazis d'ailleurs, nous avons fait que de la biologie appliquée. Bon. Donc, je fais vite, je fais simple, pour passer au bouquin, les 3 totalitarismes, fascistes, nazis, staliniens, ne règlent pas ce problème d'une contradiction interne au libéralisme confronté aux exigences du capitalisme. Après la Deuxième Guerre mondiale, il y a un souffle humaniste qui fait qu'on va prendre soin de l'humain. Et qu'en quelque sorte, cette contradiction, elle est pensée dans les 2 sens du terme, à la fois mentalisée et à la fois soignée, avec les fameuses 30 glorieuses, c'est-à-dire développement économique, développement culturel, guerre de libération, décolonisation, etc. Bon. Et on va dire, pour faire vite et pour faire simple, que c'est à partir de 1970-1980, il y a un effondrement de cette fiction d'un État-providence, d'un État social qui prend soin de l'humain. Et ce qui vient s'imposer à ce moment-là, c'est quoi? C'est le néolibéralisme. Parce que le néolibéralisme, c'est un mot valise, on peut y mettre tout et n'importe quoi. Non, le néolibéralisme, c'est pas seulement une théorie économique. Le néolibéralisme, c'est pas seulement un régime sociétal. Le néolibéralisme, c'est une anthropologie qui considère que l'humain n'est rien d'autre qu'un auto-entrepreneur de lui-même, qu'il a un capital, et que donc il doit en quelque sorte s'exploiter, il devient son propre exploiteur. Mon ami Bernard Maris, qui est économiste, comme vous savez, et qui a été tué à Charlie Hebdo, comme vous savez, qui a été assassiné à Charlie Hebdo, disait qu'en gros, les capitalistes avaient trouvé là un truc génial, en considérant que le sujet humain était lui-même le mieux placé pour s'exploiter. Et ça, c'est une nouvelle anthropologie. J'ai un point extrêmement... C'est une nouvelle anthropologie. Alors, bien sûr, c'est l'école de Chicago au niveau de l'économie. Ça va être ensuite mis en application au moment des dictatures d'Amérique du Sud, dans les années 70. Ensuite, avec Ronald Reagan, 1980, on a, à ce moment-là, l'épanouissement de ce néolibéralisme-là, qui n'est pas un libéralisme comme les autres, qui n'est pas un capitalisme comme les autres. C'est quelque chose de très particulier qu'il faut relier à une anthropologie. Et on voit arriver, dans les années 90, 10 ans plus tard, en Europe aussi, cette hégémonie culturelle. Parce qu'encore une fois, c'est une culture. Ce n'est pas simplement une économie. Ce serait une erreur de voir les choses quand c'est purement économique. Ça voudrait dire à quel point nous avons nous-mêmes, nous avons approprié la langue des maîtres, puisque ça voudrait dire que nous parlons de nous en termes économiques, en oubliant qu'il y a toujours quelque part, et je vais y revenir, une anthropologie, une théologie, le nain bossu, comme disait le philosophe Walter Benjamin, qui anime justement les rouages du matérialisme. Donc 10 ans plus tard, c'est en Europe. Vous savez qu'il nous faut 10 ans en Europe pour recycler les surplus américains. Vous savez. Et depuis, ça n'a pas, bien évidemment, ça n'a pas cessé de se développer. Alors, j'en viens au dernier bouquin. Un monde sans esprit, je vais rapidement d'ailleurs le définir. Un monde sans esprit, c'est parce que j'ai une nouvelle à vous apporter, mais je ne fais pas le premier, une bonne et une mauvaise. Alors, je commence par la bonne nouvelle, n'est-ce pas? C'est que le néolibéralisme est mort. C'est-à-dire qu'en tant que vision du monde, en tant que théologie, en tant qu'anthropologie, il n'est plus fiable. Plus personne ne peut croire aujourd'hui, bien évidemment, plus personne ne peut croire aujourd'hui que la mondialisation va être, n'est-ce pas, une financiarisation généralisée, heureuse, réduisant les inégalités. C'est pas vrai. Personne ne peut croire aujourd'hui qu'on vit beaucoup mieux, n'est-ce pas, qu'avant. Ça n'est pas vrai. Je veux dire, nous savons par exemple que les GAFA, hein, ces multinationales, eh bien, elles ont un budget, par exemple, 14 fois supérieur à la France. Je ne vous dis pas le nombre de fois supérieur à des pays en développement, comme on dit. Donc, par conséquent, c'est de ce côté-là qui a le pouvoir. La réduction des inégalités au niveau de la mondialisation, nous savons effectivement qu'elle a pu donner du travail à des gens qui n'en avaient pas, mais elle a accru des inégalités à l'intérieur de chaque pays, comme jamais. En France, par exemple,
14 milliardaires possèdent 95% des médias. Ça vous dit la marge de liberté pour fabriquer l'opinion publique. Donc, en gros, la bonne nouvelle, c'est que plus personne ne peut penser que le néolibéralisme est moral, qu'il nous rendra heureux et qu'il nous rendra beaucoup plus libres. Alors, on y reviendra tout à l'heure. J'ai bien voulu évoquer un manifeste qu'on a écrit avec un ami journaliste et un ami musicien, le manifeste des ouvriers qui a été publié chez Actes Sud. C'est un coup de gueule qui dit, en gros, nous sommes aujourd'hui tous taylorisés, nous sommes aujourd'hui tous prolétarisés. Avant, le taylorisme, c'était, comme vous savez, le film de Charlot, Les temps modernes, uniquement sur les chaînes de production qui avaient ce geste dont je reviendrai parce que ce geste n'est pas qu'un geste professionnel, il est en même temps un habitus, au sens de Pierre Bourdieu, c'est-à-dire une disposition à penser et à agir d'une certaine manière. Parce que si vous vous souvenez, dans les temps modernes, n'est-ce pas, Charlot visse les boulons, mais après, il sort et il va visser les tétons des femmes, les poitrines des femmes, n'est-ce pas? C'est-à-dire que et ensuite, il va lui-même passer dans la machine dont il devient un rouage. Donc, n'est-ce pas? Ce sont des normes ces normes que nous pouvons acquérir sur les lieux du travail. Ce sont des normes que nous mettons ensuite à notre insu en application dans les relations sociales et affectives, dans l'amitié, dans l'amour. C'est une manière de penser le monde. Alors, je fais vite, je fais simple. Le néolibéralisme, il est mort en temps. Il n'a plus aucun fondement éthique. Il n'a plus aucun fondement même économique, puisque les crises de 2007-2008, les crises financières, ont mis en évidence que nous n'échangeons plus des marchandises ou des produits ou des services, mais c'est par un jeu. D'ailleurs, les trailers n'existent quasiment plus. Ce sont les ordinateurs qui font le boulot. Et donc, en gros, nous vendons du vent. Et pour faire du fric, il faut vendre du vent. Et pas seulement en tant que politique, n'est-ce pas, ils font du vent sur les marchés. Donc, si vous voulez, nous avons cette crise-là. Bon. Et ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que le néolibéralisme est mort, mais il ne le sait pas. Il ne le sait pas, et il se maintient en survie par une perfusion, n'est-ce pas, diverses et variées de ses forces économiques, de ses forces militaires et de ses forces juridiques sur lesquelles je reviendrai. Alors, je commence sur les deux bouquins rapidement, bon, et en essayant de répondre aux questions, et puis aussi, bien sûr, pouvoir échanger avec vous. Alors, un monde sans esprit, c'est pas compliqué, vous le savez sans doute, c'est une phrase de Marx, du jeune Marx hegelien, le Marx hegelien de gauche, le Marx romantique, c'est celui qui a ma sympathie. Je ne vous cache pas que je suis plus tourné vers ce Marx-là que vers le Marx du Capital, n'est-ce pas? Comme je suis beaucoup plus tourné vers Hannah Arendt, bon, ou Walter Benjamin ou d'autres. On reviendra sur ce point. C'est-à-dire, on a un peu échangé un aparté avec mes amis. Donc, c'est vrai que moi, j'ai une position, et ça rejoint la question de la psychanalyse, la question de l'intellectuel, j'ai une position qui est, je suis attaché à certaines personnes, certains auteurs qui sont pour moi des compagnons de vérité. Il y en a au moins trois qui, pour moi, ont une figure très forte. C'est Jaurès, parce que Jaurès, il est à la fois matérialiste et idéaliste. C'est d'ailleurs sa thèse porte là-dessus, sur matérialisme et idéalisme en histoire. Et Jaurès, c'est assez curieux, puisque, comme vous le savez, c'est un fervent défenseur de la séparation de l'Église et de l'État en 1905, là-dessus. Mais il dit en même temps, il ne peut pas y avoir de société sans religion. Et d'ailleurs, on lui a beaucoup reproché, puisqu'il y a même sa fille a fait une communion religieuse. On a beaucoup reproché à Jaurès, n'est-ce pas, ce double ancrage à la fois. Il dit d'ailleurs, quand je veux expliquer l'économie, je me sers de Marx. Mais quand je veux comprendre ce qui se passe dans la société et la culture, j'ai besoin d'introduire des valeurs de justice. J'ai besoin à ce moment-là d'entrer sur des questions métaphysiques, etc. Camus qui peut dire « je ne crois pas en Dieu, mais je ne suis pas athée », c'est un paradoxe. Donc, Camus, dans Sartre, disait c'est un saint laïque, n'est-ce pas? Bon, alors qu'il n'avait rien de saint dans sa vie amoureuse, comme vous savez, en quoi il a d'ailleurs toute ma sympathie, ce qui est un autre problème, n'est-ce pas? Bon. Et puis Walter Benjamin. Donc, vous savez très bien que Walter Benjamin, n'est-ce pas, à la fois, il est marxiste, n'est-ce pas, mais il est aussi très influencé par le messianisme juif. C'est-à-dire que c'est aussi du fond, en quelque sorte, n'est-ce pas, de cette spiritualité-là qu'il porte justement sa révolte. Un monde sans esprit. Eh ben, je crois qu'effectivement, comme vous le savez, l'Europe a été entachée par des attentats abominables. En France, on a payé un lourd tribut. Et pendant un certain temps, on a
accusé l'islam, je reviendrai sur ce point, d'être à l'origine, n'est-ce pas, et notamment l'islam salafiste, qui est un des islams les plus rigoristes. On reviendra sur ce point. Bon. Or, moi, je crois, comme Marc Bloch, l'historien, que les hommes ressemblent plus à leur époque qu'à leur père. C'est-à-dire que ce terrorisme-là, d'une certaine manière, n'est-ce pas, il a été fabriqué par la crise, justement, du néolibéralisme. Non point que l'islamisme date d'aujourd'hui, puisque, comme vous le savez, islamiste, c'est un mot qui a été inventé par Voltaire, et c'est intéressant, n'est-ce pas, à la fin du XVIIIe siècle, pour désigner un islam qui était anti-lumière, anti-rationaliste, anti-modernité. Et effectivement, au XVIIIe siècle, il y a différentes écoles, comme le hanbalisme, etc., qui se réfèrent à un islam rigoriste contre la modernité, qui veut vivre comme vivaient les musulmans, n'est-ce pas, au temps du prophète. Et ce qui est important et intéressant, je reprendrai à propos justement dans le débat, ce qui est intéressant, c'est que, si vous voulez, en gros, cet islamisme-là, qui n'est pas la religion, qui n'est pas l'islam, qui n'est pas non plus la prédication, cet islamisme-là qui débouche vers le djihadisme, et il ne faut pas non plus oublier ce que veut dire le djihad. Le djihad, bien sûr, c'est le combat, mais le djihad, c'est aussi le combat contre soi-même. Le petit djihad, c'est le combat contre le mécréant, et le grand djihad, c'est une ascèse, c'est un combat contre soi-même. Je reviendrai sur ce point par rapport au livre. Et donc, si vous voulez, en gros, l'hypothèse dont je suis parti, c'est parti d'ailleurs d'une interview notamment que j'avais donnée au journal Le Monde, eh bien, c'est en gros la désacralisation radicale du monde, l'instrumentalisation de l'humain, une très belle phrase aussi de Simone Veil qui dit « Nous ne sommes géomètres que devant la matière. Les Grecs furent d'abord géomètres dans l'apprentissage de la vertu. » Donc, si vous voulez, cette désacralisation, ce désenchantement du monde, comme disait Max Weber, bien avant Marcel Gauchet, eh bien, si vous voulez, produit un certain nombre de questions, dont, effectivement, je dirais, le djihadisme, on va y revenir, en se référant à une version rigoriste, salafiste, agressive d'islam, on reviendra sur ce point, n'est-ce pas? Mais c'est une idéologie politico-morale plus qu'une religion. Il faut aussi revenir sur ce point, n'est-ce pas? Eh bien, aboutit à cette fabrique, si vous voulez, utérine. Alors, le livre Un monde sans esprit, donc le jeune Marx écrit, c'est sur la religion, la misère religieuse est d'une part l'expression de la misère réelle et d'autre part la protestation contre la misère réelle. La religion est le soupir de la créature accablée par le malheur, l'âme d'un monde sans cœur, de même qu'elle est l'esprit d'une époque sans esprit. C'est l'opium du peuple. Tout le monde a retenu c'est l'opium du peuple, ce qui est le moins intéressant. Mais ce qui est intéressant, c'est l'esprit d'un monde sans esprit. C'est-à-dire, ça, en quelque sorte, à un moment donné, ce retour essaie, en gros, de donner un sens et une cohérence à nos existences. Alors, je fais vite et je fais simple parce que j'ai déjà pris beaucoup trop de temps. Donc, je vais faire très vite, n'est-ce pas? En gros, pour qu'une société tienne, il faut, nous le savons depuis Hobbes au moins, il faut qu'il y ait un pouvoir qui puisse trouver une légitimation. Parce que pour Hobbes, vous vous souvenez tous du monstre de Léviathan, mais vous ne vous souvenez peut-être moins bien de la phrase de Hobbes qui dit, n'est-ce pas, ils fictionnaient et en même temps ils croyaient à leur fiction. C'est-à-dire, ça peut pas être, on l'a bien vu en France avec les Gilets jaunes, on en parlera peut-être tout à l'heure, n'est-ce pas, le pouvoir ne peut rien contre un peuple qui se soulève contre lui. Pas seulement un gouvernement libéral. D'une manière générale, un gouvernement ne peut rien contre un peuple qui se soulève contre lui. Donc, il faut bien que nous puissions croire, au sens d'une croyance, avec la dimension de spiritualité, de fiction qu'il y a dans une croyance, il faut bien que nous puissions croire à quelque chose pour que, en gros, nous ayons peur du Léviathan. Sinon, il disparaît, il retourne dans les fonds des eaux, n'est-ce pas? Donc, pour faire vite et pour faire simple, puisque j'ai
trop pris de temps dans mon introduction, donc je ne suis pas encore rentré dans le bouquin. Pour faire vite, pour faire simple, si vous voulez. En gros, face à une mondialisation qui est une globalisation des cultures en même temps que la fragmentation, il y a les deux mouvements. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que, si vous voulez, si on assiste à une espèce de tribalisation ou de clan, etc., c'est justement en réaction à cette globalisation. Donc, en même temps, ça veut dire une dislocation du récit. Ça veut dire une dislocation des croyances. Et là, il y a quelque chose qui fait qu'il est de plus en plus difficile de conférer à une autorité la dimension sacrée à partir de laquelle cette autorité pourrait donner des ordres. Et donc, à partir de ce moment-là, ce qui va se démultiplier, ça n'est pas l'autorité, puisque justement, autorité, ça veut dire augmenter, comme vous le savez en latin, ça va être le pouvoir normatif. C'est-à-dire que la pression des normes augmente au fur et à mesure que l'autorité décroît. Donc le pouvoir, en quelque sorte, augmente au fur et à mesure que l'autorité décroît. Alors aujourd'hui, le pouvoir, comme il est extrêmement difficile, je dirais, de s'en prévaloir justement au nom d'une transcendance, quelle qu'elle soit, eh ben, ce pouvoir, il va s'installer, on va sûrement en reparler aussi par rapport au deuxième bouquin, mais il va s'installer par le biais de ce que Pasolini appelait déjà le technofascisme. C'est-à-dire, n'est-ce pas, la mise en place de dispositifs qui, par le jeu des procédures et par le jeu des moyens divers et variés, aliènent l'individu. Allez simplement sur Internet, allez simplement, branchez-vous ou répondez simplement aux évaluations qui sont des débilités absolues que nous avons à l'hôpital, dans les universités, ou les impact factors et autres impostures, n'est-ce pas? Donc, en gros, aujourd'hui, on va de plus en plus judiciariser, normaliser les relations sociales, les relations humaines. Et c'est donc par ce jeu-là que l'amplification considérable donnée par le numérique, on va y revenir, n'est-ce pas, par les algorithmes, fait qu'on ne va plus gouverner une société, on va gérer par le jeu des algorithmes le comportement des individus masse, c'est-à-dire une gestion prévisionnelle des populations. Et donc, en gros, face à cela, qu'est-ce que vous avez? Face à cela, vous avez, si vous voulez, différentes formes de révolution contre-révolutionnaires. Et ça, c'est un point extrêmement important. C'est-à-dire que nous avons eu en France, n'est-ce pas, Vichy, sinistre période, les heures sombres, qui se revendiquait d'une révolution nationale. Eh bien, nous avons aujourd'hui des révolutions contre-révolutionnaires, c'est-à-dire racistes, c'est-à-dire obscurantistes, c'est-à-dire, si vous voulez, très coercitives, et Daesh en fait partie. Daesh est, d'une certaine manière, je crois que vous l'appelez Easy. Bon, nous, on l'appelle Daesh, mais on peut dire Daesh, c'est pareil. C'est bon. Donc, Daesh recycle en quelque sorte la colère et l'humiliation des peuples et leur dislocation. Donc, vous avez, bon, je peux en parler pendant 10 heures, donc je vais essayer d'être rapide. Vous avez une dislocation géopolitique, c'est le Moyen-Orient, avec bien évidemment les différentes invasions occidentales qui sont venues déstabiliser, si vous voulez, des dictatures qui tenaient en même temps les peuples. Alors, vous prenez l'invasion de l'Irak en 2003. L'invasion de l'Irak en 2003, les Américains, qui quand même, au passage, comme vous le savez, les Américains, au passage, ont fabriqué les Moudjahidines de Ben Laden, puisqu'il s'agissait, face, si vous voulez, à l'Union soviétique au temps de la guerre froide, de favoriser des mouvements de révolte qui pouvaient embêter les Russes, mais surtout, comme ça a été d'ailleurs fait aussi au moment de la guerre d'Algérie, avec le soutien américain, surtout, si vous voulez, que cette révolte ne se fasse pas au nom du progrès ou au nom du socialisme, et encore moins au nom du marxisme. Donc, bien sûr, par le biais de l'Arabie saoudite, qui a dépensé plus de 200 milliards dans cette affaire-là, n'est-ce pas, il y a eu des armes les plus perfectionnées, mais beaucoup d'argent qui ont été donnés, si vous voulez, au mouvement de révolte afghan, mais pas le courant progressiste, pas le courant socialiste, le courant religieux. Et bien évidemment, d'avoir engraissé le chien n'a pas empêché le chien de se tourner pour mordre le maître.
Mais il faut bien voir, pour aller très vite, que, si vous voulez, ça a constitué, même pendant la guerre d'Algérie contre la France, au moment de la décolonisation, ça constitue une forme, on en parlera dans le débat, une forme de populisme. Donc vous avez, pour aller très vite, n'est-ce pas, cette dislocation géopolitique qui va favoriser, n'est-ce pas, la constitution de Al-Qaïda, par exemple. N'est-ce pas, il faut bien voir que 2003, justement, les Américains, enfin, il y a l'invasion de l'Irak, et les Américains vont mettre au pouvoir les chiites contre les sunnites qui avaient dominé au niveau de l'Irak, le gouvernement et les populations. Mais pourquoi ? Parce que les chiites pouvaient apparaître comme plus, si vous voulez, il y a une haine énorme entre chiites et sunnites, comme vous savez, n'est-ce pas, plus fidèles aux Américains. Et donc, à partir de ce moment-là, les officiers supérieurs sunnites, tous ceux qui étaient autour de Saddam Hussein, etc., vont s'installer à leur compte, et vous avez Al-Qaïda. Et à partir de ce moment-là, n'est-ce pas, vous avez en quelque sorte, n'est-ce pas, donc l'argent, les armes, les cadres dirigeants de ces différents mouvements armés, avec, et j'insiste sur ce point, avec une idéologie, c'est une idéologie englobante, puisque l'islam est la solution pour tout musulman, mais en plus pour les sunnites, et en plus, bien sûr, pour les salafistes, les wahhabites, et en plus, bien sûr, pour les djihadistes qui utilisent cette référence-là. Et vous avez donc, en quelque sorte, n'est-ce pas, la pensée, les armes, l'argent et les hommes, avec, comme, c'est pour ça que je parlais de théofascisme, comme, n'est-ce pas, au moment des milices fascistes ou comme au moment des milices nazies, en quelque sorte, la reconnaissance symbolique de l'autre, sa nourriture matérielle, sa prestation en femme, etc., d'esclaves et autres. Donc, si vous voulez, il y a cette dislocation-là, avec une question, je vais essayer d'aller plus vite, mais avec une question, n'est-ce pas, aussi au niveau quand même des jeunes Européens qui sont partis combattre en Syrie. 40%, par exemple, en France, sont de souche européenne et n'ont rien à voir avec la religion musulmane. Ce ne sont pas les jeunes des banlieues, ce ne sont pas les jeunes révoltés. Ils ont un niveau intellectuel, scolaire supérieur. Ça a beaucoup étonné au moment de l'enquête, mais ça a donné ça, n'est-ce pas? Et pourquoi? Parce que, si vous voulez, cette dislocation géopolitique pour les peuples qui étaient humiliés, révoltés, de ce que vous voulez, qui cherchent à survivre, vous l'avez un équivalent en France, on pourrait appeler une dislocation ontologique. C'est-à-dire qu'en gros, il n'y a plus de valeur, il n'y a plus de sacré, il n'y a plus de spiritualité, si vous voulez, politique, au nom de laquelle un sacrifice, avec la notion de sacré, peut être exigé. Et vous avez un modèle, je fais très vite sur le bouquin, sinon vous avez un modèle que Foucault analyse très très bien, Michel Foucault, c'est le modèle de la révolution iranienne en 1970-1979, avec la question que nous laisse Foucault, j'en parle longuement dans le bouquin, lorsqu'il dit, mais pour nous intellectuels, dans les années 1979, comment est-ce qu'une religion peut constituer un motif d'émancipation, un motif de liberté? Et il montre justement que, si vous voulez, c'est au nom d'une transformation de soi-même et d'une transformation du rapport à l'autre que la religion, là, donc chiite à ce moment-là, ça va donner Khomeini, comme vous savez, que cette religion peut devenir le motif de révolte. Vous avez en gros, pour faire vite et simple, un carburant révolutionnaire qui est une idéologie politico-morale au nom de la religion, qui devient en gros le moteur soit d'une révolte sociale, populaire dans certaines zones du Moyen-Orient, soit une révolte, pour aller vite, culturelle dans le monde occidental, européen, qui est le nôtre. Donc c'est un problème qui est extrêmement important parce que, du coup, on pourra dire pour Daesh ce que Hannah Arendt a dit pour les nazis. Elle a dit: nous les avons gagnés par les armes, mais nous ne les avons pas gagnés par les arguments. Donc, en quelque sorte, ce que je veux dire par là, c'est que on pourra peut-être, c'est pas sûr parce qu'il y a une détérioration, enfin, c'est un autre problème, on en parlera tout à l'heure, ils sont pas très attachés au territoire, c'est pas ça qui est en jeu aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais on n'aura pas pour autant traité l'origine du mal. Alors, pour faire vite et pour faire simple, donc je développe cette idée.
Il est fâché. Mais je développe cette idée, cette thèse, si vous voulez, et j'essaie de montrer comment, justement, la prolétarisation des peuples aboutit à des formes de nihilisme. Et comme le disait Camus, n'est-ce pas, les nihilistes ont besoin d'idoles, des idoles, et en quelque sorte, là, on le trouve dans justement cette idéologie politico-morale englobante. C'est un point très important. C'est l'idée-là qu'on a toutes les réponses aux questions. Alors, j'ai cité Marx, mais j'aurais pu citer le pape François, parce que le pape François, au retour des Journées mondiales de la jeunesse, j'ai pas le texte là, mais je vais oublier à l'hôtel, mais dit à peu près la même chose. Lorsqu'il dit, n'est-ce pas, ce n'est pas vrai que l'islam est terroriste, toutes les religions ont leurs fondamentalistes. Le premier des terrorismes, c'est le capitalisme. On dirait du Jaurès. Jaurès a dit quelque part, n'est-ce pas, le capitalisme, c'est la négation de l'homme. Bon. Et donc le pape François dit la même chose. Alors il dit d'ailleurs, c'est magnifique son discours, il dit, c'est peut-être dangereux ce que je dis. Mais le premier terrorisme, dit-il, c'est le capitalisme en tant qu'il met l'argent au centre du monde et non pas la personne humaine, homme ou femme. Donc, si vous voulez, voilà. Alors, après, on pourra... je vais parler un petit peu de la nullité du pouvoir, c'est ça ou alors, bon. Mais pour aller très vite, donc, si vous voulez, la sortie de cette crise-là, bien sûr qu'il faut défendre sa peau. Hein. Bien sûr que face au Kalachnikov, il faut bien trouver... Mais en gros, les mesures sécuritaires ne nous apporteront pas la sécurité. Parce que la sécurité, nous l'avons perdue. Nous l'avons perdu, si vous voulez, le monde de la sécurité, comme dit quelqu'un que j'aime beaucoup, que je cite souvent, Stefan Zweig, n'est-ce pas? Le monde de la sécurité, nous l'avons perdu à la fin du 19e siècle. C'est le monde d'hier. C'est fini, c'est terminé. Donc, en gros, comment est-ce qu'on peut retrouver la sécurité? C'est pas en démultipliant les procédures, en démultipliant... Bon, encore une fois, ça peut s'avérer nécessaire pour sauver sa peau, mais ça ne suffira pas. Il faut que nous puissions, en gros, pouvoir retrouver une capacité de vivre et de penser qui, du côté du psychanalyste, effectivement, sont du côté du rêve et du transfert, pour aller vite. Donc, ça veut dire quoi? Pour être très simple, ça veut dire du côté de la création et du côté de l'amour. Hein? Et du côté de la parole, mais ça va ensemble. Le concept que tu viens de dire sur le pacte d'humanité. Oui, alors, non, mais là c'était l'époque, parce que, si tu veux, l'appel des appels, ça a été un peu une réaction à Sarkozy. Et en gros, toutes les professions, on avait fait un livre avec Marie Delvolgo, La santé totalitaire, et puis un autre, Exilé de l'intime, et quand on allait le présenter dans les milieux de magistrats, de journalistes, d'ingénieurs, d'éducateurs, d'enseignants, de chercheurs, et qu'on critiquait l'évaluation qui détruit la psychanalyse, les gens nous disaient, mais ce que vous racontez, c'est ce que nous on vit. Il n'y a pas que les psychanalystes. Hein. Les psychanalystes se croient souvent les héros de la farce, pour aller vite. Hein. Mais ils en sont les dindons. C'est-à-dire qu'effectivement, en gros, l'évaluation comptable, l'évaluation où la valeur n'est rien d'autre que, en quelque sorte, soit le conformisme au droit, on y reviendra, hein, donc les procédures, hein, le formel, soit la quantité, c'est-à-dire à ce moment-là, c'est en gros ce que ça rapporte, pour aller vite, hein, ce que moi j'appelle le rationalisme pratique, après Max Weber d'ailleurs, c'est-à-dire la pensée pratico-formelle, c'est la pensée des affaires avec la pensée du droit. Et nous sommes aujourd'hui dans une hégémonie de ce rationalisme pratico-formel. Et ça, alors je n'ai pas le temps d'en parler, mais ça, avec ça, on ne fait pas vivre une société. Solzhenitsyn, en sortant des camps russes, fait un très beau discours à Harvard en 1978 sur la fin du courage en Occident. Il est gonflé quand même. Hein. Les Occidentaux viennent de sortir de l'enfer russe, et à Harvard, il fait une conférence où il leur dit « Vous manquez de courage ». Bon. Et il dit pourquoi? Il dit parce que le droit est trop formel, est trop glacial et froid, donc, pour faire vivre une société. Et donc, il faut autre chose. Alors, cette autre chose, pour aller vite, effectivement, c'est du côté de la création et c'est du côté du sacré.
Si on prend d'ailleurs quelqu'un que j'aime beaucoup comme Benjamin, il montre bien que l'œuvre d'art, et je parle sous la responsabilité des artistes, que l'œuvre d'art est toujours tendue entre deux pôles. Le pôle du spectacle, c'est-à-dire de l'exposition, et le pôle du sacré, c'est-à-dire du recueillement. Et Walter Benjamin donne l'exemple de celui qui, admirant un tableau, disparaît dans le tableau. Il est aspiré par le tableau. Or, aujourd'hui, dans notre société du spectacle et de la marchandise, n'est-ce pas, ce pôle de recueillement, ce pôle du sacré, passe à la trappe. Mais c'est pas seulement vrai dans l'art, c'est pas seulement vrai dans la psychanalyse, qui est, à mon avis, une forme d'artisanat et d'art. C'est vrai dans tous les domaines. C'est vrai pour le médecin, c'est vrai pour l'infirmier, c'est vrai pour l'ingénieur, c'est vrai pour le chercheur, c'est vrai pour l'universitaire, c'est vrai pour le journaliste. Tout ce qui va compter, c'est le nombre de commentaires qu'il va avoir sur son article ou le nombre de gens qui vont lire l'article. Ou bien à la radio, c'est pareil, le nombre d'auditeurs. On est dans une logique d'audimat. Or, la logique d'audimat n'est rien d'autre, Bourdieu le dit très clairement pour la télévision, n'est rien d'autre que le cheval de Troie d'une logique de marché dans les secteurs de l'existence sociale et culturelle. Bon, j'ai beaucoup parlé. Est-ce que je réponds quand même sur la nullité du pouvoir ou on laisse, je réagis après? Ou je raconte le conte d'Andersen, peut-être pour... Voilà. Voilà. Alors... Alors, bon, la nullité du pouvoir, comprend le mouvement Macron, pour aller très vite, bon, ça part d'un conte d'Andersen, publié en 1837, mais on l'a tous, bien sûr, entendu dans notre jeunesse. Puis c'était vachement formidable, quoi, hein, où les enfants sont beaucoup plus intelligents, beaucoup plus vrais que les adultes qui sont cons comme des balais. Donc c'était quand même une sacrée revanche que d'entendre justement ce conte-là. C'est pas comme vous le savez. C'est l'histoire d'un empereur qui n'aimait rien que les beaux habits. On disait de lui, l'empereur est dans sa garde-robe. Ce désir de plaire, de séduire, il mettait tout le fric, tout l'argent, toutes les richesses de l'Empire dans sa garde-robe. Aujourd'hui, on dirait, n'est-ce pas, il est dans sa com. Et comme dirait l'autre, ça coûte un pognon de dingue. Bon. Et donc, il va être victime d'une escroquerie, c'est-à-dire qu'il y a deux escrocs qui se font passer pour des tisserands, qui lui promettent de tisser le plus beau, le plus bel habit, l'habit magnifique qui n'a encore jamais existé, n'est-ce pas, dans ce bas monde, et qui est un truc tout à fait formidable. Ils se font livrer d'ailleurs, après, on y revient, mais ces habits ont une particularité, c'est-à-dire qu'ils ne sont visibles qu'aux gens de bien et invisibles aux imbéciles et à tous ceux qui ne correspondent pas à leur fonction. Vous voyez l'évaluation déjà. Bon, ça commence déjà. Bon. Et donc, les deux escrocs, les deux brigands se font livrer des pierres précieuses, des diamants, de la soie, des tissus magnifiques, et font mine de tisser. Mais ils ne tissent rien du tout. Bien sûr, sur le métier à tisser, tout est vide. Bon. Et ça dure comme ça, ils s'enrichissent. Et puis l'empereur envoie, n'est-ce pas, son Premier ministre. On dira, voir un petit peu ce qui se passe, auquel le Premier ministre arrive, et les escrocs lui disent, magnifique, hein. Et il est un peu gêné, parce qu'un Premier ministre, ça ne peut pas être un con, quoi. Hein, bon, enfin, en France, on va en parler, mais bon. Bon, et puis, il ne peut pas être inadapté à sa fonction. Donc, il s'extasie lui aussi, il dit que c'est tout à fait magnifique. Et puis, comme ça, défile, c'est pas tout le gouvernement, hein, et tout le gouvernement, n'est-ce pas, ne peut pas avouer qu'il ne voit rien. Sinon, c'est avouer que c'est des imbéciles ou alors qu'ils ne sont pas à leur place. Et l'empereur lui-même. Alors, un empereur, vous imaginez un empereur qui ne voit rien et donc il reconnaîtrait que c'est un con et que, bon, non, pas possible. Donc, tout le monde s'extasie. Et les deux escrocs poussent la blague et l'imposture jusqu'à demander à l'empereur de défiler dans son empire, dans son royaume. Et l'empereur défile tout nu avec des courtisans qui portent une traîne qui n'existe pas. Et tout le monde, le peuple, s'extasie aussi, parce que le peuple ne peut pas reconnaître qu'il est constitué d'imbéciles ou de gens inadaptés à leur fonction, n'est-ce pas? Et donc, la cérémonie se déroule, le rituel se déroule, jusqu'à ce qu'un enfant crie « mais il est tout nu ». Alors, bien sûr, l'empereur tremble un peu, les courtisans aussi, mais continue à porter la traîne qui n'existe pas. Et je crois, si vous voulez, pour faire vite et pour faire simple, et pour vous laisser un peu de temps de parole, je crois que ce que j'ai essayé de dire, j'aurais pu le faire avec Richard de Shakespeare, n'est-ce pas? C'est
le pouvoir n'est rien sans les attributs qu'on accepte de lui reconnaître, qui constituent le sacré à partir duquel il peut donner les ordres auxquels nous nous soumettons. Et donc, en gros, le pouvoir n'est rien en dehors de la coagulation des attentes collectives qu'il peut et des croyances qu'il peut mobiliser. Alors, effectivement, on en arrive à Macron. Macron, pur produit de l'ancien système, qui fait croire au peuple français que, enfin, maintenant, en même temps, ni de droite ni de gauche, ça va être formidable, n'est-ce pas? Et on va enfin pouvoir voir la lumière et la France va devenir une nation start-up. Et l'État sera d'ailleurs un État entrepreneurial. C'est son discours de Guyane au préfet. Vous êtes les entrepreneurs de l'État. Bon, bref, je vous passe le détail. Et alors, ce qui est absolument, effectivement, formidable, parce que l'homme est intelligent, cultivé, malin, habile et retors, il a toujours su il sait se saisir des opportunités. On pourra citer Machiavel tout à l'heure. Si vous avez un peu de patience, je vous donnerai des extraits de Machiavel. Il va se saisir avec sa chance des opportunités et il va arracher, comme vous savez, n'est-ce pas, d'autant plus facilement la présidentielle que les partis traditionnels. On revient à la dislocation dont je parlais tout à l'heure par rapport à Daesh, qui favorise aujourd'hui le populisme. C'est que les partis traditionnels ne sont plus crédibles. Le peuple n'y croit plus. Ils ne sont plus porteurs de valeurs ou d'idéologies aptes finalement à nous faire croire. Et à partir du moment où nous ne pouvons pas croire, à partir de ce moment-là, n'est-ce pas, la porte est ouverte pour toutes sortes d'opportunisme. Bref, je vous la fais simple, je vous la fais courte. Vous le savez, les partis de droite, et Fillon en est l'exemple anecdotique, mais déjà avec Sarkozy, les partis de droite, ils ne sont pas crédibles, ils s'en mettent plein la poche. Et les partis de gauche, avec Hollande, qui était un homme bien sympathique, mais toujours est-il que gère de la même manière que Sarkozy. Simplement, il met des coussins combastionnels pour que les gens qui tombent accidentés des malheurs de la vie puissent se ramasser pas trop douloureusement. Mais c'est pareil. Donc à partir de ce moment-là, c'est l'émergence. Et je crois que Macron est une forme de populisme. Ça ne lui plairait sûrement pas ce que j'aurais, mais il est une forme de populisme. C'est-à-dire qu'on joue sur un désir de dégagisme en promettant une nouvelle idéologie qui puisse en finir avec ces élites corrompues, technocratiques, dont il est l'exemple le plus frappant, comme tous les clones qu'il a mis autour de lui au gouvernement. Voilà. Alors, pour faire vite, pour faire simple, il a un message qui, effectivement, est un message, à mon avis, qui a une certaine cohérence. C'est ce que j'appelle, moi, son ontologie entrepreneuriale. C'est-à-dire quand il dit, par exemple, à la gare Saint-Lazare, il y a les gens qui font quelque chose et ceux qui ne sont rien, eh ben, c'est une ontologie. Ça veut dire qu'on ne peut être qu'à condition de faire, et faire, c'est faire sur le modèle de l'entreprise. Donc, il a une ontologie. Ce qui est effectivement le malentendu, et vous savez bien ce qui se passe en France en ce moment avec les Gilets jaunes, le malentendu absolu, c'est que cette ontologie, c'était justement une ontologie dont le peuple ne voulait plus, puisque c'est l'ontologie néolibérale par excellence. C'est l'humain auto-entrepreneur. Voilà. Alors, je pourrais vous parler encore pendant 15 heures, mais je préfère autant qu'on échange, non ? Hein ? Librairie à Stendhal. Les rencontres de la librairie française de Rome. Le plaisir est tout à fait compatible avec la culture. Il y a un plaisir de la culture, incontestablement. Librairie à Stendhal. Retrouvez le programme sur notre page Facebook et en suivant Eventis Stendhal sur Instagram.